Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de Chef. Pendant un mois, à l'approche des fêtes, on vous propose ce format un peu différent, le Noël des chefs, une collection d'épisodes qui explore l'enfance, les souvenirs, les premiers éclats d'émotion, ces gestes qui reviennent chaque année quand la cuisine et la magie se confondent. Et vous me connaissez, évidemment, on en profite pour découvrir ces personnalités remarquables de la gastronomie, tirer le fil de leur mémoire. Et aujourd'hui, je reçois une star montante dans l'univers du goût et à l'approche des fêtes, son nom m'est venu directement à l'esprit. Sensible, instinctif, palais affûté et sens du style, on va parler chocolat avec Jade Génin. Fille de Jacques Génin, une figure bien connue des amateurs de chocolat et de pâtisserie, Jade aurait pu suivre cette trajectoire paternelle toute tracée. Et pourtant, ce que raconte cet échange, c'est un peu l'inverse. Une jeune femme qui cherche sa place, refuse les évidences, qui questionne, explore et qui finit par revenir au chocolat. Mais à sa manière, avec ses formes, ses lignes, ses obsessions, ses gestes à elle et une maturité bluffante. Dans ce hors-série, elle remonte à son enfance, à Noël, pour partager ces images qui l'ont marquée. L'atelier, la précision, les parents qui travaillent, l'exigence, la beauté du geste, et elle raconte comment, petit à petit, elle a compris pourquoi ce métier l'appelait, elle. On parle de transmission, d'exigence, d'esthétisme et de liberté aussi, et de cette bascule si intime quand le chocolat n'est plus seulement un héritage, mais un terrain d'affirmation tout à fait personnel justement. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous invite à entrer dans ce nouvel épisode du Noël des chefs, un épisode tout en délicatesse et en détermination. Voici l'histoire de Jade Génin. Si tu as un souvenir de Noël, le premier qui te revient à l'esprit quand on évoque cette période-là, c'est lequel ? Le premier qui me revient à l'esprit, moi, c'est les dîners du 24 au soir qu'on faisait avec mes parents. On a une petite famille, donc j'ai pas de frères et sœurs. Mais ils ont toujours organisé des très grands dîners pour que ce soit festif. Et du coup, ils invitaient toujours des amis à eux avec leurs enfants. Et bon, bref, on se retrouvait du coup à 15-20 à la maison. Mais que des gens qui étaient plutôt des amis que de la famille. Du coup, ça donne vraiment une touche particulière et beaucoup plus festive. Donc pour moi, c'est vraiment un moment de fête où on s'amuse, où on rigole, où il y a plein de monde. Et j'ai gardé cette tradition. Donc moi, maintenant, mes parents, ils ont un peu la flemme maintenant d'organiser des dîners à 15-20. Du coup, c'est moi qui ai pris le relais. J'invite toujours des amis. En fait, on a toujours dans son cercle des gens qui savent pas quoi faire le 24. Et j'invite tous ces gens-là, tous les gens proches. Et de chaque fois, c'est hyper convivial, chaleureux. On rigole bien. Mais alors, du coup, c'est pas commun. Comment ça marche, les cadeaux? C'est quoi les souvenirs que t'as? Parce que moi, j'ai un souvenir très très précis de des Noëls où d'abord les cadeaux, ensuite le repas. Je sais qu'il y en a qui font le cadeau le lendemain et tout. Toi, du coup, c'était une fête, on sent que... Je pense que c'était... Franchement, ça a jamais été... Évidemment, comme tous les enfants, à chaque Noël, j'avais des cadeaux. Mais ça a jamais été centré sur ça. Ah non, ouais. pas trop. C'est pas rien quand même, parce que souvent on pense à ça quand même. Mais non, ça tournait pas autour de ça. Ça tournait plus autour de la préparation. On avait toujours un sapin qui allait jusqu'au plafond avec que ma mère mettait 3 jours à décorer. C'était un peu genre son truc, tu vois, Trop bien. le sapin avec une super table et des super produits aussi. Alors voilà, Ouais. le goût, Ouais. c'est hyper important. Le goût, La c'est table, hyper le important. repas, c'est quoi les saveurs qui reviennent en mémoire quand on repense à ces périodes chez vous? Mon père est un chocolatier et ma mère, pas depuis toujours, mais depuis 15 ans, travaille avec lui. Ça a toujours été une période Noël très chargée. Donc en fait, mes parents, c'était la période finalement où ils avaient le moins de temps. Donc on a toujours eu de super beaux repas, mais sous le format apéro-dînatoire. C'est-à-dire qu'on avait la grande table et la grande table, on la remplissait de beaux ingrédients, mais qu'il fallait pas cuisiner. Du super tarama, une salade sur laquelle on éminçait de la truffe, enfin tu vois, des choses comme ça plutôt, mais des gros plateaux de fromage, du saumon fumé, des choses faciles à faire, mais qu'on prenait toujours On a l'impression de voir les tables dans les films, tu sais, où il y a plein de... il y a La une Belle et la profusion. Bête, ouais, c'est ça. Comme tous les beaux buffets, tu vois, comme le buffet du petit déjeuner aux vacances, tu vois, qui est chouette. Donc il y avait un peu cet esprit-là. Et on avait effectivement pas le temps de cuisiner, mais du coup, on choisissait toujours des produits dans des belles maisons, des beaux artisans. Trop beau. C'était chouette, ouais, c'était chouette. Et à l'époque, mon père, avec une chocolaterie, il faisait pas encore de pâtisserie. Et du coup, le dessert qu'on avait à Noël, c'était des macarons. Moi, c'est un de mes gâteaux préférés. Et du coup, à l'époque, on avait toujours la grande boîte de macarons La Durée.
Et mon père, qui après s'est mis à faire des gâteaux, tu vois, voulait plus qu'on ait des macarons, tu vois, un peu genre truc d'égo de... Ouais. C'était un drame pour moi. C'est drôle. Ça a été très dur. Est-ce qu'il y avait une ambiance, parce que tu devais être assez proche de tes parents, quand tout le monde est pris comme ça dans une espèce de parce que c'est une folie en termes de économique, le chocolat sur des moments de fête, il faut être à fond. Ah oui. Toi, tu devais être embarqué dans cette énergie-là. Oui. Et tu les aidais, tu les accompagnais. Oui, je les aidais. Alors, soit quand j'étais plus petite, je les aidais pas vraiment. Ouais. Tu peux aller. Arrête là. Mais j'étais là. Ouais, tu vois, j'étais là. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'artisans dans la gastronomie. C'est-à-dire que c'est facile d'emmener ton enfant au travail, même s'il fait semblant d'apporter un sac à une cliente et voilà, tu vois, qu'il se passe pas grand-chose. Mais c'est des lieux faciles à faire. Mon père, il y a pas longtemps, a dit, mais Jade, elle a jamais eu de nounou. Mais c'est vrai, tu vois, parce que s'il y avait des difficultés d'emploi du temps à gérer, juste j'allais à la chocolaterie et je passais mon temps là-bas. Donc quand c'était pas réfléchi, tu vois, c'est juste c'est Noël, il y a besoin d'aide et donc c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est associé à une forme de féerie, parce que quand on imagine, et tu l'as déjà raconté, mais la chocolaterie de toute façon, et quand on est là-dedans et quand on est enfant, en plus à ces périodes-là, il y a une forme de densité, les gens, ils sont dans une ambiance particulière. Je trouve que le cadre féerique, moi je le ressens beaucoup à Noël, mais en dehors même de la chocolaterie, tu vois, la chocolaterie au contraire c'est hyper intense, très rapide, il y a le côté très effervescent, mais tu le ressens un petit peu moins le côté magique à Pâques. Parce que c'est pas le même abord. C'est-à-dire que pour Noël, on va produire en beaucoup de volume. Mais les collections sont plus proches des collections permanentes. Tu vois, parce que, alors qu'à Pâques, là où c'est un peu différent, c'est que la collection, elle n'a rien à voir, tu vois. Des gros sujets, des gros œufs. Nous, on fait beaucoup de peinture, donc il y a aussi cette dimension très colorée. L'atelier, il prend une autre, il est habillé différemment, à Pâques. Parce qu'il y a toutes ces sculptures de chocolat, tu vois, dans l'atelier. Alors qu'à Noël, il est juste très chargé. Ouais. Il y a une excitation, il y a une densité. C'est un peu comme le coup de feu en cuisine, mais pendant un mois, quoi. Ça arrête pas. Donc on a un rythme très différent, la chocolaterie et la restauration, où on a des journées qui ont un rythme c'est ça. À peu près identique du soir au matin. À la différence de la restauration, tu vois, où il y a cette notion de coup de feu au moment des services. Nous, il n'y a pas ça, mais on a quand même une intensité qui est variable selon la période. Donc, ta journée est identique du soir au matin, mais là où en septembre, ça va être une journée bien remplie, mais normale, novembre, décembre, janvier, tu cours partout du soir au matin. Moi, il y a des fois où j'ai pas le temps de regarder mon téléphone, t'as pas le temps de t'arrêter. Est-ce que t'aimes bien justement cette adrénaline continue en fait? Moi, j'adore. Je déteste avoir la sensation d'avoir du temps. Tu vois? Alors, oui, je vois, malheureusement, je vois, mais il faut qu'on travaille. Je crois. Enfin, en tout cas, on nous le dit. Enfin, moi, on me le dit, mais bon, je sais pas. Tu parlais de collection. Tu parles d'habiller un endroit. Tu dis, voilà, c'est habillé par les créations. Il y a cette volonté de raconter quelque chose quand même, on le sent, même si à Noël on se parle de volume, à Pâques peut-être de plus de créativité. Tous les chocolatiers n'ont pas la volonté d'aller chercher une singularité, de créer un récit. Alors déjà, je trouve que la chocolaterie par rapport à d'autres domaines comme la gastronomie ou la pâtisserie, je trouve que ça invite beaucoup plus à une dimension artistique que les autres domaines de la gastronomie. Et moi particulièrement, c'est vrai que c'est... Mais alors pardon, mais ça tient à quoi? Il faut déjà se dire ça. À ton avis, où est-ce que par le chocolat, on peut faire entrer plus de créativité? Alors... Non, pas forcément plus de créativité. Pas forcément plus de créativité. Mais t'as une dimension... plus artistique. En fait, tu vois, c'est une matière qui est moulée. Tu vois, donc quand t'as une dimension de moulage, t'as rapidement aussi une dimension de forme. Sculpturale. Ouais, exactement. Pas du tout obligatoire. Mais si t'as une sensibilité, ça peut inviter assez rapidement à découler quelque chose... tu vois, moi, un chocolatier que j'adore, pour ne pas citer que mon père, c'est Patrick Roger, et lui, on sent tout de suite son univers et la dimension très artistique de ses créations. Et je parle pas uniquement de ces grosses sculptures qu'il met dans les magasins, mais tu vois, tu sens vraiment cette dimension réfléchie. Est-ce que cette notion, justement, de donner une forme, de raconter quelque chose, cette envie de récit finalement, ou de théâtralité peut-être, tu l'as depuis toujours, comme on se parlait de l'enfance, est-ce que c'est quelque chose, un pressentiment que t'avais ou une envie que t'avais depuis longtemps? Oui, je pense que je l'ai toujours. Je pense que c'est aussi en grande partie lié au fait que je suis née à Paris, j'ai toujours grandi à Paris.
Et je trouve que c'est une ville qui invite beaucoup à l'esthétisme et à la création. Je pense que de manière globale, tu vois, en fait, on fonctionne comme des éponges, donc tu aspires tout ce qui est autour de toi, tu vois. Et je pense que le fait d'avoir toujours vécu à Paris, ça amène un regard sur l'esthétisme qui est différent, tu vois. Parce que t'es exposé plus déjà par la ville en elle-même, par aussi la concentration de propositions haut de gamme que t'as dans tous les domaines, et aussi par l'aspect culturel, tu vois. Récemment, par exemple, il y a eu la Fashion Week. Si tu regardes une dizaine de défilés, déjà, ça te fait quand même des shots de couleurs, de formes, de plein d'éléments qui sont pas forcément des inspirations directes, tu vois. Mais ça s'imprime. Ouais, c'est ça. Quelque part, ça se dépose. Il y avait quoi dans ton ADN à l'origine? Est-ce que tu le sais parfois? Est-ce que tu te demandes ce que tu avais Parce que moi, je sais pas, en vieillissant, je me dis qu'on revient quand même finalement souvent à une forme d'origine dans ses inspirations, dans ses référents, dans certaines tonalités. Est-ce que il y avait des choses comme ça, des notes que t'as depuis très longtemps, depuis l'enfance? Est-ce qu'il y a des choses que tes parents, par exemple, t'ont, sans le vouloir ou avec cette volonté, transmis? C'est ce qui est sûr, c'est que avec donc mon père qui est chocolatier et qui a toujours été, avant d'être chocolatier, il avait un restaurant d'ailleurs. Donc c'est pas du tout qu'un chocolatier, c'est un passionné Un homme de goût. Ouais, c'est ça, de gastronomie, et surtout c'est un passionné, mon père, du bon produit. Et du coup, ça c'est quelque chose qui m'a transmis dès toute petite. Mon père, j'ai jamais vu faire ses courses au supermarché, par exemple, tu vois. Mon père, tu vois, il peut se priver de quelque chose plutôt qu'avoir quelque chose de moins bonne qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que il revenait parfois à la maison avec des seaux de yaourt de 5 kilos parce qu'il l'avait trouvé dans une super ferme qui conditionnait pas dans des petits pots. Et du coup, on se retrouve avec 5 kilos de yaourt dans le frigo pour une famille de 3, tu vois. Ça n'a aucun sens. Eh ben, on va manger du yaourt. Oui, voilà, du coup, on mange du yaourt pendant 15 jours et le point de départ de ce qu'on m'a toujours dit, c'est s'intéresser à la qualité et au travail qui est fait dessus. Et du coup, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai pour tout, que je vais avoir à 100% dans mon éthique de travail, mais que je vais avoir aussi pour ce que j'ai envie pour moi à titre personnel, tu vois. Si c'est des bijoux, au-delà de savoir si c'est joli ou si c'est pas beau, je vais regarder quel est le travail derrière, comment la personne travaille, parce que je peux plus avoir un coup de cœur pour ça que pour la finalité de l'objet, même presque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que quand t'as quelqu'un qui travaille avec son cœur, souvent ça transparaît dans l'objet. Et je trouve que parfois la seule valorisation du travail qui a été mis dedans et de l'amour qui a été mis dedans, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin de... C'est un vrai truc qu'on dit souvent pour la cuisine, ça justement, que l'intention, que l'ingrédient principal, c'est cette intention-là en fait. Finalement, ce qui nourrit le repas et le plat, c'est l'intention qui était avant. Pour le coup, à Noël, ça se retrouve souvent, hein, ce truc de on a voulu faire. Tu parlais de ta maman qui était avec un vestige sur le sapin, de la même manière. Ah oui, mais on verra toujours, je trouve, la différence entre quelqu'un qui a mis du cœur et quelqu'un qui en a pas mis. Par exemple, il y a des choses qui peuvent être en pâtisserie, par exemple, qui peuvent être extrêmement techniques et un peu impressionnantes, mais il se passe pas grand-chose. Et à l'inverse, il peut y avoir alors je pense notamment moi à un traiteur que j'adore qui s'appelle Poulpa, et elle, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Quand vous y allez, tout donne envie. Par exemple, ces tartes aux pommes, elles ont un côté réconfortant juste à les voir, et elles sont trop belles et elles sont trop bonnes, et ça se sent qu'elle y a mis du cœur, quoi. Et ça, c'est trop chouette. Et alors que oui, on peut faire une tarte aux pommes avec les pommes qui ont la forme de rose ou je sais pas quoi, mais bon, ça peut aussi être super boring. Et du coup, je pense que l'intention est importante. Et l'intention est d'autant plus importante que comme on réceptionne tous l'info différemment, il y a des gens qui vont être sensibles à l'intention amour et il y a des gens qui vont être sensibles à l'intention démonstration technique. Donc en plus, tu vois, ça permet aussi de trouver sa clientèle, je pense. La forme, pour autant, dans tes créations à toi, aujourd'hui, et on y reviendra parce qu'on va remonter ce fil chronologiquement, la forme, elle a aussi une importance. Il y a quand même... tes créations, elles sautent aux yeux. En fait, c'est un vrai truc. Oui, la forme, et j'aime beaucoup le beau dans tout. Donc du coup, pour moi, c'est aussi important de proposer quelque chose que
où j'ai réussi à l'aboutir jusqu'au bout pour mes clients. Et aussi souvent, tu vois, la boîte de chocolat, elle va être ouverte à la fin sur la table. Et je pense que si tu as cet effet un peu sculptural et qui accompagne la fin du repas, ça peut positionner la note différemment. Mais dans ma démarche, je commence toujours par le goût. Et après, je vois la forme qui peut fonctionner. Comment on place le curseur justement? Parce que quand on pense à la forme, quand on veut créer un effet, parce qu'on parle d'effet visuel, Ouais. en fait, donc c'est un effet. Parfois, on a un peu l'impression que ça prend le pas. À 100%. Mais c'est pour ça qu'il faut partir dans le sens. C'est-à-dire que tu te dis, je veux, je sais pas, je veux faire un praliné avec de l'amande et du fenouil. Attention, parce que ça va commencer moi, on approche de l'heure de... C'est l'heure du ça crée repas. trop d'envie, Je te passerai du chocolat. Et après, tu vois la forme que tu peux lui donner. Mais si tu pars de la forme, je prends l'exemple de la pâtisserie pour avoir des formes très, je sais pas si tu veux faire un micro en gâteau. Tu pourras pas utiliser toutes les matières. Bah, en fait, t'es obligé de partir d'une structure de mousse qui va épouser le moule que tu pourras mettre à congeler, tu vois. Donc, ça veut dire que au départ, ton gâteau, il est obligé d'être constitué de mousse pour avoir ce truc. Tu vois. Ça bride. Donc, dans tes créations, tu pars toujours... Je pars du goût. Ah ouais. Et je me dis, quelle forme... Vers où je peux l'emmener. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui, sur ce chemin de la créativité, du coup, vient percuter l'ADN original, qui est celui de la saveur? Qu'est-ce qui vient interférer? Qu'est-ce qui vient influencer? Qu'est-ce qui, à un moment, va finir par donner cette forme? Alors déjà, la première chose que tu as, c'est que tu es obligé un peu de tenir compte de l'identité de la maison qui a été mise en place. Pas de rupture. Alors, c'est ce que j'allais dire. Parfois, il faut faire attention, parce que sinon, on peut un peu tourner en rond aussi. Mais il faut quand même doser pour que l'ensemble soit cohérent. Mais effectivement, il peut y avoir des ruptures pour pas que on s'ennuie. Donc, parfois, c'est difficile à... Faut doser. C'est difficile à doser. Et en réalité, tu ne sais jamais... En fait, quand tu es entrepreneur, de manière générale, tu ne sais jamais si tu as le bon dosage ou la bonne décision ou la bonne vision. En tout cas, il faut toujours prendre en compte une forme d'héritage ou de passé ou de passif d'une maison. De la même façon, si tu regardes, par exemple, les défilés des maisons de couture, il y a toujours des références. Bien sûr. Bon, est-ce qu'il faut pas, en tout cas, c'est... Oui, en tout cas, faut partir de là. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, voilà, c'est Toi, ça. dans tes créations, ça, tu prends de base. Je prends en compte, j'essaye de faire des choses qui me paraissent cohérentes. Et après, vraiment, c'est variable. Ça peut être les envies des retours clients qu'on a eu. Tu vois, nous, par exemple, notre chocolat signature, les pyramidions, ils sont de petite taille. Parce que l'idée sur cette gamme, c'est de reproduire les codes des repas gastronomiques. Donc, d'avoir des petites bouchées avec des saveurs recherchées. Et de passer d'une bouchée à l'autre et d'avoir ce côté un peu surprenant à chaque bouchée. Donc j'adore moi ce format dégustation. Et on a aussi certains de nos clients qui auraient voulu des formats, tu vois, plus type format bar, tu vois, par exemple. Donc là, je suis aussi partie pour une de nos nouvelles créations qu'on fait à Noël, de cette contrainte de me dire, ok, il me faut un chocolat plus grammé, plus gros, tu vois. Donc ça peut être ce genre de retour-là. Et après, pour l'esthétique pure, ça, je dirais que c'est vraiment variable. Ça peut être une inspiration de la ville. La création dont je te parle, par exemple, c'est inspiré de la pyramide du Louvre. Ça peut être un défilé. Ça peut être un objet design. Par exemple, il y a une designeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophia Taillé. Et elle avait fait... c'est des sortes de toupies miroirs. Enfin, c'est un miroir et le miroir repose sur un cône. Et du coup, il peut tourner sur lui-même comme une toupie. Trop chouette. Et ça, par exemple, j'aurais adoré le faire en pot de pâte à tartiner, tu vois. Je trouvais que ça avait un côté ludique qui allait avec la pâte à tartiner que t'associes toujours à des moments enfantins, des choses comme ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est des choses qui s'impriment, qui se déposent, et après elles trouvent leur chemin, elles le font ou pas d'ailleurs, elles font leur chemin et ça se retrouve dans les créations. Est-ce que, on parlait justement de cet héritage de goût, est-ce que tu as été exposé à... des saveurs? Est-ce que tu as été entouré par des chefs? Est-ce que tu as beaucoup consommé, enfant, la restauration? Énormément, et encore aujourd'hui, j'ai toujours été beaucoup emmenée par mes parents au restaurant. J'y vais moi-même beaucoup. C'est une source d'inspiration qui est hyper importante sur le côté gustatif. Moi, je m'inspire beaucoup plus de la cuisine salée que de ce que font, par exemple, d'autres chocolatiers. C'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'il y a un geste qui se rapproche plus de la création d'un cuisinier, une recherche, une densité finalement dans l'intention qui est plus proche de la cuisine. Oui, peut-être le fait d'avoir justement beaucoup évolué dans un univers gourmet. Moi, c'est un raffinement qui me
qui me parle. Et du coup, j'essaye de le retranscrire aussi dans mes chocolats, c'est-à-dire de sortir le chocolat juste du registre gourmand, tu vois, qui a encore la grosse étiquette du chocolat où c'est presque du coup un plaisir solitaire parce que ça répond pour beaucoup de gens à une sorte de besoin de sucre. Ouais, c'est le shot de sucre ouais, qui c'est ça. accessoirement a une petite teinte, une petite saveur chocolatée. J'ai mangé toute la tablette hier. Voilà. Ouais. Et il y a quelque chose du coup de très solitaire aussi dans ce moment-là. Et moi qui aime beaucoup ce qui se passe quand tu partages un repas et qui aime beaucoup le raffinement de la gastronomie, bah naturellement, j'ai voulu ramener ça dans le chocolat. Mais en fait, ça partait pas d'une volonté. Au début, je me suis pas dit, je vais faire ça pour ça. Et en fait, le discours, si tu veux, il est venu naturellement se détacher de ce que je faisais. Mais au début, je me suis pas dit, je vais faire un truc gourmet. Oui, mais tu parles de dégustation, tu penses à la boîte qu'on va poser sur la table, au rapport et donc au grammage et à la taille que vont représenter tes chocolats. Donc, on parle presque, même si le terme est galvaudé, d'une forme d'expérience, de comment la personne va aborder l'objet. Oui, 100%. Je pense que sur notre gamme principale, donc les pyramidions, il y a vraiment quelque chose qui place le chocolat en dehors des sentiers battus de la chocolaterie dont on a l'habitude. Même au niveau des saveurs, on recherche toujours des saveurs qui soient percutantes. Pas juste pour l'aspect, tu vois... original parce que tu peux faire de l'originalité à mauvais escient. Je sais pas, on pourrait faire un chocolat au poulet qui sera probablement le seul que tu auras goûté, mais qui sera aussi probablement tu pourras faire beaucoup de presse. Pas très bon, quoi. Mais faut absolument goûter le chocolat au poulet déjà. Ouais, c'est ça. Oui, non, ça peut. Je sais qu'il y a le chocolat au bacon, par exemple, tu vois, qui existe déjà. Enfin bon. Et du coup, il y a pas une recherche tu vois, d'originalité. À mauvais escient, mais plutôt une recherche d'accords qui fonctionnent bien. Par exemple, on a un de nos chocolats, c'est chocolat noir, coriandre longue et basilic thaïlandais. Et là, t'as les côtés, l'herbacé, ça fonctionne très bien avec le chocolat. Et c'est très délicat, tu vois, c'est pas du tout clivant. C'est-à-dire que ça fait partie des produits où on a beaucoup de gens qui, au début, vont nous dire... Ouais, et en fait, les gens, celui-là par exemple, l'adorent. On en a aussi. Super ambassadeur, parce qu'après les gens ils disent à leurs potes, attends, goûte ça, tu vas voir. Moi je sais, tu vas voir. Oui. T'as un petit côté, j'ai déjà testé. Ça c'est chouette, et on a le même effet avec le chocolat à la menthe, qui pour le coup est une association plus connue. Mais la manière dont on le travaille, donc nous on travaille tous nos produits sans arôme. On part toujours du produit frais, ce qui est aussi quelque chose de très en lien avec la cuisine. Mais ça c'est un parti pris qui est quand même pas si courant que ça dans l'industrie en chocolaterie. Est-ce que tu peux nous raconter juste en 2 secondes quel est le propos là, parce que ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait c'est vrai. En fait, ça paraît tout bête dit comme ça parce que en cuisine, en tout cas de qualité, c'est la base et c'est, je dirais même, obligatoire. Bon. En théorie. Ouais, voilà. En pâtisserie, c'est plus courant aussi parce que ils ont affaire à du produit, à une fraise entière. Bon, voilà, elle est là la fraise, tu vois. Nous, on n'a pas ça en chocolaterie, ce qui fait que dans la tête de certaines personnes, ça va très vite à se dire au lieu de me faire chier avec la fraise, je vais mettre une petite pipette et arôme de fraise. Fin de l'histoire. Ouais. Déjà, c'est moins cher, ça prend moins de temps et ça se conserve mieux. Donc et le consommateur va pas forcément le voir. Et Jade s'est dit, tiens, si on se rajoutait des... donc du coup, c'est vrai qu'en chocolaterie, c'est une démarche qui est très peu suivie. Bah oui. C'est une démarche qui est très peu suivie, mais qui pour moi a été primordiale et que je n'y ai même pas réfléchi. Ouais, il n'y avait pas de négociation. Ouais, voilà. Déjà parce que mon père dans sa chocolaterie fait pareil, voilà. Et du coup, en fait, je me serais pas vue. Tu sais, c'est comme si on t'apprend quelque chose et que tu volontairement tu fais moins bien. Tu vois, il y a un côté. Enfin, moi, j'aurais. Non, je vais mettre de la poudre. Oui, voilà. Goût basilic. Ouais. J'aurais pas pu. Ça m'aurait trop froissé et j'aurais eu honte. En fait, c'est ça le truc, tu vois. C'est que j'aurais eu trop honte, en fait. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut se rendre compte que c'est pas forcément une norme. Que quand on va manger un produit et qu'on est là, chocolat, goût, naninana, le naninana, souvent, c'est des... Mais sur un produit très simple, hein. J'ai un praliné à la banane. Produit très simple. Banane chocolat. Tout le monde aime, donc tout le monde le goûte. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, je pensais que ça allait avoir le goût des bananes Haribo. Tu vois, leur instinct. Ah ouais. C'était
goût banane Haribo, tu vois, parce que du coup, ils associent chocolat, confiserie, pas le vrai goût. Ah ouais, bien sûr. Tu vois. Alors que t'aurais jamais cette réflexion, genre pour un banana cake, genre jamais tu te dirais. Ben non. Mais non, mais parce qu'on pense plus produit. Il y a une décorrélation qui est sur ce terrain-là. Peut-être parce que tu le vois pas. Tu vois. Je pense que c'est aussi culturellement une habitude qui a été perdue. Je pense que et puis c'est pas un produit qui est travaillé avec voilà du vivant comme tu le fais. C'est pas un produit sur lequel on communique comme un produit frais. Ça c'est vraiment dommage parce que nous, nos chocolats, ils ont, par exemple, les ganaches, elles ont 2 semaines de durée de conservation. Et alors, il y a des clients que ça étonne, mais vraiment, enfin, si vous les gardez 1 mois, elles vont avoir des poils dessus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, genre, c'est fragile parce que on utilise du vrai produit, que dans la ganache à la menthe, on fait infuser la feuille de menthe 48 heures, que ça induit une fragilité. Et ça, c'est primordial et ça change le goût. On a notamment, bon, on l'a pas en ce moment, parce que c'est plutôt un produit estival, mais on a un chocolat praliné pignon de pain et fleur de lavande caramélisée. Donc c'est de la vraie lavande, et des grains de lavande qu'on caramélise et qu'on ajoute dans le praliné. Donc en fait la saveur de lavande, elle vient de la lavande que tu croques. Et en fait, c'est du coup beaucoup plus doux que les produits que tu as généralement à la lavande, ou même si c'est un produit naturel comme c'est de l'huile essentielle, tu vois, ça t'envoie une patate dans la bouche, t'as l'impression dégueu. Ouais, voilà. Mais tu vois, ce truc des produits, ça recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure, et puis cette table de Noël, où finalement, ou ton père qui dit, je préfère ne pas, plutôt que, c'est ce truc de, en fait, on remet le produit au centre. Et de là, on part. Exactement. Et après, on trouve. Et c'est primordial. Si tu as une recette très simple, avec de bons produits, tu feras toujours un bon truc. Alors que même si tu as beaucoup de techniques et une recette qui transforme, t'auras jamais un truc exceptionnel. Faut partir du bon pour faire du bon. Ça ressemble à quoi tes journées quand on t'imagine comme ça dans cette création? Parce que la chocolaterie, c'est un flux continu, on le disait. Là, on se parle de Noël, mais on a envie de manger des chocolats toute l'année. Et c'est le cas d'ailleurs, on mange des chocolats toute l'année. Toi, ça ressemble à quoi tes journées? Mes journées, elles sont relativement denses parce que donc j'ai mon entreprise. J'ai pas d'associé, ce qui fait que je suis très 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 multicasquette. Je pense que je pousse au max la multifonction. Donc j'ai ma casquette de chef d'atelier. Il y a un aspect créa, évidemment, mais il y a aussi et surtout un aspect très opérationnel qui va consister à manager mes équipes, suivre la production quotidienne et moi-même participer à la créa parce que mes mains, c'est des mains qui sont comptées dans le besoin de production. Si on doit reprendre un peu le fil de l'histoire, parce qu'on l'a vu, il y a cet ADN évidemment familial en termes de savoir-faire, puisque tu parlais justement de ce côté opérationnel auquel tu tiens toujours. Oui, le contact à la matière, en plus, il est primordial. Tu vois, moi, je me verrais pas. Par exemple, pour revenir sur mes semaines, tu vois, du mardi au samedi, moi, je suis à l'atelier tout le temps. J'adore le contact à la matière. J'adore aussi. Tu veux pas le perdre? Ouais, non, non, c'est la raison pour laquelle je fais ce travail-là parce que je pense que si tu veux, Attends, c'est marrant parce que ça paraît complètement banal de dire c'est parce que j'aime le chocolat ou en tout cas mais c'est ça en fait, c'est que t'as besoin de ce 100%. Le contact à la matière, moi c'est ce que j'aime et c'est la raison pour laquelle je fais ce métier-là. Mais à quel moment et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'évidemment il y a l'héritage familial, évidemment. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, tu en parles comme si ton père n'existait pas finalement quand tu parles du chocolat. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui t'appartient vraiment à toi. Ah oui. Qu'est-ce qui dans le chocolat te parle particulièrement toi aujourd'hui quand tu le regardes? Parce que j'imagine que tu le regardes pas de la même manière aujourd'hui que tu devais le regarder il y a 10 ans ou quand t'avais 10 ans. Il y a quelque chose qui je trouve qui est très absorbant dans le chocolat, tu vois, quelque chose qui demande une concentration et une minutie que j'aime beaucoup. Et aussi quelque chose d'assez épuré dans le travail du chocolat, alors qui est renforcé en plus par la manière dont moi je le travaille. Mais tu vois, il y a pas longtemps, je suis une fan de nigiri, j'adore ça. Et il y a pas longtemps, je disais, je pense que si je pouvais plus faire de chocolat, j'aimerais bien faire ça. Ça n'arrivera jamais. Mais tu vois, il y a ce côté aussi j'aime bien le fait de se concentrer sur une matière, sur une chose. Tu vois, dans le nigiri, par contre, tu peux avoir aussi cette chose où il y a 2 ingrédients. Il y a le poisson cru
la manière de le découper et la manière de faire le riz, tu vois. Puis il y a le côté très absorbant parce que c'est très technique et puis il y a aussi, c'est un mélange entre minutie, dynamisme. Enfin, je trouve que c'est au carrefour de beaucoup de choses qui, moi, font que quand je fais du chocolat, je vois pas le temps passer, quoi. Et aujourd'hui, tu as ce recul pour en parler, mais dans ta formation, en l'occurrence, même si tu as cet héritage, même si tu es né quelque part, ces jolies formules, et dû avoir mis l'article, le chocolat coule dans ses veines et tout ça, machin truc. Bon, il y a de ça quand même. Comment tu as acquis ton savoir et... Parce que là, on se parle du regard et de la vision, mais ton savoir technique, tu l'as acquis comment et est-ce que tu l'as acquis au-delà de l'héritage familial? Oui, parce que je travaille très différemment de la manière dont travaille mon père sur un plan technique. On a des techniques qui sont très différentes. L'artisanat, c'est des métiers qui s'acquièrent par la pratique. Il y a rien d'autre Point. Au que revoir. la pratique. Ouais. C'est dit. Ah ouais, franchement, Ouais. il faut le faire et il faut le faire plein de fois. Et c'est à force de le faire plein de fois que tu vas réussir à optimiser le process, à découvrir une nouvelle technique. Et il y a vraiment, je pense que c'est des métiers où il y a rien d'autre que l'expérience et le travail. Et tu l'as acquis où, dans quelle maison, en dehors de ce que tu as vu et fait quand tu as aidé ton père, J'ai assisté travaillé ton avec père? mon père 3 ans de manière effective, en plus de, tu vois, de cette espèce de background que j'ai toujours eu. Et après, tu l'acquiers en essayant. Hein. Il y a aussi des choses que tu... T'es pas allé ailleurs? Non, je suis pas allée ailleurs, je me suis posé la question. Donc moi, avant, j'ai fait des études de droit et j'ai travaillé comme avocate pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, j'ai travaillé avec mon père quand j'avais 26 ans. Et du coup, dans le monde de la gastronomie, il y a des gens, ils ont 10 ans d'expérience à 26 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, au tout début, moi, je suis une personne qui est assez fière. Enfin, j'aime bien me débrouiller toute seule. Au début, j'avais ce truc de dire non, mais je vais aller apprendre par moi-même de mon côté. Et bon, quand même, à un moment, je me suis dit, mon père, il est, selon moi, parmi les meilleurs chocolatiers de France. Alors, je vais pas dire du monde parce que j'ai pas ce recul. Mais tu vois. Et du coup, je me suis dit, il y a des gens qui tueraient pour apprendre avec lui. Moi, j'ai quand même un super bagage où je connais beaucoup de choses. Je sais comment tout fonctionne. C'est un peu dommage, en fait, je trouve, d'aller ailleurs pour bon. Du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans et en fait, j'ai une courbe d'apprentissage extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que la plupart des gens. Déjà parce que j'étais plus vieille. Enfin, quelqu'un qui Ouais, commence ça aide, à 16 mine ans. de rien. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, moi, je suis admirative des jeunes qui font leur CAP et tout à 16 ans parce qu'il faut une maturité que je pense dont j'aurais été incapable de faire preuve. Enfin, j'aurais pas pu. Ils ont un rythme d'adulte à 16 ans. Et puis même pour comprendre les choses, la finalité des choses. Juste de s'organiser professionnellement quand on cuisine, ce dont les gens ont pas du tout confiance parce qu'à la maison on en fout un peu partout. Tu peux pas faire ça au travail et ça demande pour un jeune. Ça, c'est un métier dans le métier, en fait. L'organisation d'un process. C'est la base du bon professionnel, tu vois. Et je trouve que pour un enfant, parce qu'à 16 ans t'es un enfant, c'est tellement dur que bah forcément il y a. Toi, c'était peut-être plus simple, ou en tout cas, t'allais plus vite. Ou... Déjà, je l'avais toujours vu. Ouais. Ensuite, moi, j'ai travaillé comme avocate, donc je peux te dire que parfois je suis assez assez rigoureuse, tu vois, assez carrée. Donc c'est venu très rapidement. Et il y a eu toute cette phase d'apprentissage que j'ai pas eu. Il y a eu aussi toute la phase d'apprentissage du je connais le milieu, je sais comment ça fonctionne. Donc en fait, j'ai rien découvert. Et quand t'as pas à découvrir, ça tu aide. vas plus vite. Ouais. T'es moins impressionné. C'est ça. Et tu vois, alors ça, parce que c'est mon père, je connaissais tous les produits, donc j'ai pas eu de temps d'adaptation. Genre, je sais pas, va chercher le praliné gruyère. C'est quoi, praliné gruyère? Non, je savais où il était. Enfin, tu vois. Non, mais c'est considérable le temps gagné. Oui, c'est irrattrapable, je pense. Enfin, tu vois. Donc du coup, au bout de 6 mois, j'étais aussi efficace que le second de mon père qui a 20 ans de maison, tu vois. Mais c'est normal parce que t'as un bagage qui Bien est sûr. incomparable. Les gens qui nous écoutent se sont quand même dit avocat. Mais comment ça, avocat? Mais pourquoi et pourquoi plus? Alors pourquoi au départ Parce que je veux tout faire comme pas mon père en fait. Non, mais même pas. Mais en fait, tu sais, avant, donc maintenant il y a eu et j'en suis trop contente, mais il y a eu une sorte d'anoblissement des métiers de cuisine. Des métiers de la main de manière générale, l'artisanat. Hein, qui s'était perdu à un moment. Et du coup, même pour mon père et pour ma mère, si j'avais la possibilité de faire des études,
Il fallait en faire. Et mon père, mon père a souvent dit, par exemple, là, si j'avais pu, moi, j'aurais fait des études. Tu vois, parce que pour beaucoup de gens de sa génération, même si il est passionné et tout, au départ, c'était un non-choix. Je me suis inscrite en fac de droit au départ parce que, tu sais, il y a cette fameuse phrase avec le droit mène à tout. Enfin, tu vois, tu peux un peu tout faire quand tu fais du droit. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et les choses se sont enchaînées sans se poser de questions. C'est de bonnes études, ça me plaît, ça se passe bien. Bon, donc on continue. Ouais, voilà. Du coup, tout s'est fait un peu comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vraiment eu un moment de rupture avec la chocolaterie. Parce que avant, j'allais aider, comme on disait au début, mes parents aux fêtes de Noël, aux fêtes de Pâques. Si je voulais me faire on a 3 mois de vacances à la fac. Si je voulais me faire un peu d'argent de poche. Ouais, t'allais travailler. Voilà, c'est ça. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, ça s'est arrêté du jour au lendemain parce que t'as beaucoup moins de vacances. Qu'en plus, moi, j'étais dans des gros cabinets de fusion-acquisition où t'as un rythme pas possible. Donc, j'avais le temps de faire rien d'autre. Et du coup, petit à petit, il y a un manque qui a commencé à se faire ressentir. Et en réfléchissant autour de ce manque, j'ai aussi vu que, en fait, finalement, c'était un univers que moi, je prenais comme acquis dans ma vie, mais qui, en fait, allait finir par disparaître si moi, je poursuivais dans ma voie d'avocat, que mes parents allaient arrêter de travailler. Et je me suis dit genre, ah non, no way, c'est impossible. Ah ouais, prise de conscience. C'est pas possible que ça sorte de ma vie. Ouais, je me suis dit, impossible. Et du coup, à partir de là, les choses se sont un peu mis en place dans ma tête. Bonjour Jacques, tu veux nous dire quelque chose? Oui, je m'en vais. Ah ouais, 100% passé comme ça. 100% passé comme ça. Ouais. Je vais faire du chocolat. Quoi? Ouais, et je l'ai annoncé comme ça à mon père. Je dis, ouais, papa, c'était au mois de mai, il y a 6 ans. 2019. Ouais, c'est ça. Et je suis allée voir mon père et je lui ai dit, ouais, papa, j'ai démissionné et tout. Est-ce que j'ai un préavis de 2 mois? Est-ce que après je peux venir travailler à la chocolaterie et tout? Et il m'a un peu fait genre, ok. Mais tu sais, genre, fin de la discussion, tu vois, je pense qu'il m'a pas pris au sérieux, en fait, sur le coup. D'accord. Tu vois, parce qu'il m'a vraiment dit ok, puis il a continué à faire les trucs qu'il était en train de faire. Enfin, tu vois, pas de questions, pas de... Ah ouais. Je dis, ok, cool. Et voilà. Donc t'es arrivé là, rue Turenne, c'est rue Turenne? Ouais, bah après, on en a reparlé, mais genre, il était très dans l'observation au début de ce que je voulais, où je voulais aller. Ma mère était catastrophée. Ça, c'est génial à chaque fois. Ouais. Mais pourquoi elle fait ça? Le soir, t'imagines les discussions entre eux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Dis-lui, toi, dis-lui. Non, mais j'adore ce genre de truc. Exactement. Elle était désespérée. Bon, maintenant, elle est très contente. Ah tu bah vois, oui. C'est un truc de parents, ça. Ouais, voilà. Mais au début, elle se disait, mais ça marche bien. C'est, puis il y a un côté plus rassurant aussi, tu vois, je pense. Bah ouais, c'est chic. Ouais. Comment on franchit le cap, justement, de, c'est pareil, formule galvaudée, elle se fait un prénom. Comment on gagne son indépendance, justement, quand on a un père qui, dans le milieu, pour le coup, est extrêmement considéré. Tu sais que moi, j'ai acheté une boîte de chocolat. J'ai 2 chocolatiers dans ma vie, ton père et Patrick Roger. Ouais. Et j'ai acheté une boîte de chocolat de ton père aux enchères. Ah bon? Ouais. Tu sais que ça a été fait, ça? Aux enchères, mais pourquoi? Aux enchères. Un jour, Bruno Verjus avait fait un truc très drôle chez Arcurial pour mettre en avant des produits qui, selon lui, étaient des produits d'exception. Ah, oui, ok. Et moi, j'avais interviewé ton père en 2010, je pense, la première fois. Et j'avais adoré ces chocolats. J'avais des souvenirs, et dedans, il y avait donc une boîte métallique, donc la fameuse boîte, voilà. Ouais, elles sont belles, hein. Ouais. Et je l'avais acheté aux enchères. Bref. Comment on fait pour devenir Écoute, je pense que ça, c'est quelque chose qui appartient beaucoup aux autres et pas du tout à moi, en fait. C'est-à-dire que je me pose pas plus la question que toi, par exemple, tu ne te la poses, genre c'est comme si je te disais, et toi, alors, comment tu fais pour ne pas être ton père? Eh ben, c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de, je fais mon chemin et puis voilà. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup, c'est quelque chose qui appartient aux gens qui commentent, qui regardent. chose, tu vois, ouais. Voilà. Mais qui, moi,
fait pas du tout partie de... Oui, mais alors pardon, mais si tu veux être très concret, par exemple, quand tu vas à la banque, je pense que quand tu vas à la banque en disant je suis la fille de, j'ai vu ça toute ma vie, je sais faire, j'ai travaillé, ça rassure peut-être plus qu'autre chose, non? Pas du tout. Ah non. En revanche, si tu vas à la banque en disant j'ai été 3 ans avocate, du coup j'ai un apport de 100 000 euros. et par ailleurs, je vais acheter un matériel de chocolaterie qui est entièrement revendable si ça ne fonctionne pas. Boum. Ça les rassure. D'accord. Ah ouais. Mais être la fille d'un artisan non, mais avec un qui passif, ne connaissent quand même, probablement pas, tu vois. Parce que mon père, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais ça reste quelque chose d'assez niche. Non, ça rassure pas. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui appartient beaucoup aux gens. De croire qu'être la fille de quelqu'un qui a du savoir-faire, ça t'apporte autre chose que son savoir-faire. Ouais. Donc t'as dû te lancer, toi t'as eu le sentiment de te lancer comme finalement n'importe qui, alors que c'est quand même ton ADN. Ah, j'ai eu un apprentissage différent des autres, ça, c'est sûr. Un éveil à la matière très différent des autres. Après, c'est ma société financée par mon prêt bancaire qui paye le loyer, qui paye les employés, qui paye les fournisseurs. Les clients, tu vois, on pourrait dire oui, mais t'as forcément des clients qui viennent voir parce que t'es la fille de Jacques Génin. C'est le cas, c'est fort probable, mais tu maintiens pas un business avec des gens qui viennent une fois. Ouais, c'est sûr. Néanmoins, il faut quand même penser à ce qu'on va raconter soi. Et quand t'as ouvert, du coup, en ton nom ou en ton prénom en l'occurrence, tu t'es dit, je vais raconter quoi? C'était quoi les valeurs qui t'animaient? Alors, on a compris le produit, très important. Mais en termes de récit, t'avais envie de quel mood? Il y avait quoi sur ton mood board, en l'occurrence? Carrément. Alors, moi, ce qui va qualifier la maison que j'ai créée aujourd'hui, ça repose sur plusieurs piliers. Le premier, c'est effectivement l'artisanat d'exception. Pour moi, c'est important, le geste et le savoir-faire que tu développes sur la manière de créer les choses. Mais c'est vrai dans tout artisanat. Et j'insiste aussi beaucoup sur le terme artisanat et pas art, parce que dans l'artisanat, tu as une dimension de rentabilité qui fait partie du métier, qui n'existe pas dans l'art et qui change complètement ta manière d'aborder la chose. Donc, c'est-à-dire, c'est faire de l'exceptionnel avec une exigence de réalisme et de rentabilité que t'as pas dans l'art. Ouais, et mais ça... alors, pardonne-moi, mais quand tu commences à jouer avec des lavandes et tout ça, en termes de rentabilité, c'est un pari qui... j'ai pas la meilleure rentabilité sur le marché. Mais t'es obligé d'avoir une rentabilité qui te permette de maintenir ta structure, tu vois. Évidemment, je pourrais accroître mes marges de manière significative, si j'en avais envie, que ce soit sur la matière ou sur la main-d'œuvre. Parce que qui dit artisanat d'exception dit personnel qualifié et formé. Un chocolatier chez moi, avant 3 mois, c'est galère. Avant 3 mois de maison, ils ont une indépendance qui est... C'est une implication énorme pour toi quand même. Ah oui. T'as la formation. Alors, c'est pour ça que les turnovers, tu vois, parfois ça peut être... tu dis, ah non. Quand il y en a une qui vient te voir et qui dit, je voudrais te parler, je m'en vais, je vais devenir avocate. Ouais. Mais donc t'as la main d'œuvre qui est primordiale, mais qui est trop chouette parce que en plus je trouve que dans les évolutions récentes qu'on a, tu vois, le travail de la main c'est bien, tu vois, c'est ce que normalement l'IA devrait pas pouvoir nous enlever. Ça oui, je pense que tu fais peut-être partie de ton terrain peut-être un petit peu préservé. Peut-être. En tout cas pour l'instant. Donc en fait ça fait aussi partie pour moi de ce qui est le luxe de demain, tu vois, le travail humain, l'expérience humaine, ça va être le luxe de demain parce que le mass market de demain, ça va être tout ce qui va être produit par l'IA qui sera 100% digitalisé. Toi, il y a la main. Ouais, primordial. Et cultiver justement le fait de, dans la mesure de rentabilité que je t'ai dit, je me dis jamais est-ce que c'est simple à faire, tu vois. Je me dis si on va trouver les techniques et on va former les gens. Et après il y a ce que je te disais tout à l'heure, d'essayer de un peu sortir des sentiers battus de la chocolaterie, d'apporter quelque chose de gourmet et l'esthétique signature chez nous qui est à la fois épurée mais aussi très sculpturale. Et j'aime beaucoup aussi ce qui va s'apparenter à ce que moi je définis comme du vrai luxe, mais qui passe pas forcément par ni le prix ni une marque, tu vois, mais ce sur quoi on revenait, le travail de l'homme fait avec un savoir-faire qui n'existe pas partout. Et c'est pareil dans le design de la boutique qu'on a fait faire. Donc j'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Khaled Kolsi, qui est aussi un très bon ami à moi, qui est un designer d'objets de génie et par ailleurs qui a fabriqué tout le mobilier dans la boutique, qui a été sculpté à la main,
qui a été patiné à la main, qui a été peint à la main. On se parle de temps, en fait, là aussi. Ouais. De temps qu'on donne à faire les choses. Il y a un truc qui est frappant, c'est ton jeune âge. Et quand je t'entends parler, là, je t'imagine passer dans ton labo avec un œil laser, genre, Ah ouais, tu vois, ouais, et une forme de savoir et d'expérience considérable, un peu contrastant avec l'apparence. Pardon, mais du coup, comme tu fais, enfin, tu vois, t'es jeune et il y a ce C'est vrai, truc. j'ai 33 ans. Oui, bah, alors déjà, c'est jeune. Et en plus, tu fais jeune. Donc, il y a ce truc, ce contraste qui est très impressionnant. Ton œil, il se pose sur quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Quand t'as un savoir-faire, parfois, ça se cristallise sur un truc où tu dis ça, s'il y a un truc à pas louper, ou s'il y a un truc qu'elle regarde particulièrement, ou Ouais. s'il y a une sensibilité. Il y a beaucoup de choses, mais ça va avec le reste, le geste. Souvent, je dis à mes employés, mais non, mais là, tu n'as pas le bon geste. Et en fait, attention, il y a toujours plusieurs bons gestes. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a tous sa manière de faire et tout. Mais il y a quand même certains gestes qui sont pas les bons et qui, du coup, te font perdre soit en précision, soit en temps. Et tu peux perdre aucun des deux dans l'artisanat. On se parle d'une technique, d'un process presque. Le résultat, tu sais, que ce soit en cuisine, en pâtisserie, en chocolaterie, avoir un résultat bien, c'est possible pour tout le monde. Mais ça va dépendre de comment tu vas le faire, le temps que ça va te prendre. Et aussi, dans le comment, t'as aussi qu'est-ce que ça implique derrière. Par exemple, moi, mes chocolatiers, quand ils travaillent, faut qu'après, le rangement de poste, il puisse se faire en 3 minutes. Ouais. Si t'as travaillé comme n'importe comment, que t'en as foutu partout, après, du coup, t'as 20 minutes pour ranger. Et tu vois, je pense que ça va parler à des gens qui cuisinent chez eux. Moi, je pense que plus que ce que tu dis encore, je pense qu'il y a un step après. Je pense que le geste, il imprime quelque chose aussi sur le produit, Yves Candebord me racontait ça. Il me disait, moi, quand on a commencé à passer aux cuisines ouvertes, je prenais plus mon couteau de la même manière parce qu'on me regardait le prendre. Et du coup, on n'avait plus le même rapport au produit et ça imprimait pas les mêmes choses. Ouais. Ah oui, et je pense que quand tu ranges ton plan de travail, pareil, que t'es hyper efficace, finalement, tu rentres avec une autre énergie. Tu travailles pas de la même façon, sinon tu te sens débordé, sinon, tu vois. Et aussi parce que je sais que c'est primordial pour faire ce qu'il faut dans le temps voulu et de la bonne façon. Parfois aussi bêtement, sans se faire mal. Si t'as pas le bon geste, au bout d'un moment, tu peux. Alors je parle pas de grosses blessures, genre mon couteau a coupé, je me suis coupé. Ça malheureusement ça arrive, tu vois. Mais quand t'es chocolatier, par exemple, tu tiens des moules toute la journée. Si tu les tiens pas bien, tu peux te faire mal au poignet. Il y en a des tendinites au poignet. Enfin, tu vois. Donc ce que je regarde en premier, c'est le geste et l'environnement de travail. Pour boucler avec le thème du jour, on se parle d'organisation, du fait que parfois on est un petit peu débordé. Noël, tu le disais, c'est une activité, une suractivité, comme Pâques peut l'être pour les chocolatiers. Elle va rimer à quoi? C'est quoi l'ambiance qu'on va retrouver ou dans tes boutiques ou dans le labo? Enfin, c'est quoi la tonalité? Effervescence, j'ai l'impression. Oui. Effervescence, il y a du monde en boutique, on court de partout. Ils sont comment les gens en boutique à ce moment-là? Ils sont un peu stressés, un peu pressés, ou au contraire ils ont envie de prendre le temps et de se faire un moment? Non, les gens qui viennent vers vous, les clients. Non, ils sont. C'est pour ça aussi que j'adore Noël. Déjà, c'est en hiver. J'ai toujours trouvé que les gens étaient plus beaux en hiver parce que ils ont les manteaux, ils ont les. Merci de le dire. Les écharpes et les gants et tout, donc tout le monde est beau et puis tout le monde est là pour faire plaisir en fait, que ce soit un dîner ou pour des cadeaux. Donc en fait, il y a toujours quelque chose d'assez sympathique à observer. Et nous, c'est effervescent et c'est renforcé en plus par rapport au fait qu'on travaille des produits frais. Donc quand tu as un chocolatier qui va faire des produits qui ont une durée de conservation de 6 mois ou qui congèle ses produits, tu peux anticiper le pic des fêtes. T'en as qui commencent à préparer Noël en juillet, au mois d'août, tu vois. Nous, on peut pas faire ça. Donc le pic d'activité, en plus, il est double. Terrible. Ouais, c'est terrible. Ouais, il est terrible parce qu'on n'anticipe pas, tu vois. Genre, même si on le sait, on fait genre ok. Ça va venir. On voit la vague qui se lève. Elle arrive, les gars. C'est ça. On peut pas anticiper. Donc ça renforce le truc et ça fait vraiment que tu passes. En fait, c'est marrant parce qu'il y a toujours une semaine où tu l'as pas vu venir et où ça fait genre boum. Hyper stimulant pour les équipes, ceci dit. Ça doit souder, ça doit être des trucs. Oui, c'est cool. En général, on travaille beaucoup, mais on passe aussi des bons moments. Alors, on fait toujours des repas d'équipe, tu vois. Donc ça, c'est chouette. C'est aussi des moments où on rigole.
généralement, tu rigoles plus quand t'es un peu fatigué. Le lien est différent, mais c'est hyper Et agréable. puis on reste une équipe à taille humaine, on est 5 à l'atelier. Je connais tout le monde, enfin tu vois, c'est pas des gens que j'ai vus une fois quand je les ai recrutés et après que j'ai plus vus parce qu'il y a 10 N plus je sais pas combien. Ouais, bien entre, sûr. tu vois. Bon, ça donne envie. On va venir goûter cette effervescence. Merci, Avec Jade. plaisir. Faire à sa manière. Arrêter de chercher ailleurs ce qui finalement était devant soi, pour soi, depuis toujours. Ce n'est pas un conte de Noël, ce n'est pas la facilité, ce n'est pas la magie immédiate, c'est un chemin. Un chemin avec des doutes, beaucoup de travail, de l'envie d'être juste soi-même. Et quand elle parle du chocolat, aujourd'hui on entend cette liberté qu'il a fallu bâtir, on entend quelqu'un qui a trouvé son rythme, sa signature, sa voix, même si elle dit encore qu'elle la cherche, mais je suis sûr que Jade sera toujours en quête. C'est l'exigence et le goût de l'excellence. Il y a dans sa voix le goût des choses, justement, de celles qu'on a apprises quand on a la chance d'être porté, éduqué, exposé. Le goût des belles choses aussi, quand l'œil s'est affiné et que le jugement s'est fait plus sûr. Et puis il y a le goût de l'aventure, qui enrobe l'audace, presque sauvage, cette énergie nécessaire pour faire sa place, assumer ses choix, parler en son prénom. J'aime bien l'esprit de ces épisodes, moi, qui renouent directement avec le cœur. J'aime bien l'idée de revenir là où tout commence, comprendre ce qu'on garde, ce qu'on transforme, et constater finalement que Noël, chaque année, ravive des premières étincelles, celles qui, pour Jade, ont pris aujourd'hui la forme d'un atelier, d'une matière qui réconforte. Il y a l'image de ce père au travail et de ce geste qu'il appelle depuis toujours. Merci, Jade, pour cette parole sincère, fine, pudique parfois, mais toujours juste. Merci d'avoir raconté cette naissance-là, celle d'une chocolatière qui avance sans tricher, avec sa sensibilité, sa rigueur, sa manière et ses valeurs. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté ce nouvel épisode du Noël des chefs. Je vous rappelle que pendant un mois, tous les jeudis, un nouvel épisode vous attend et oui, il y a encore de belles surprises. C'est un peu notre calendrier de l'Avent, ce hors-série de Noël. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Chef pour ne louper aucun des contenus que nous publions. Ça sert à rien